Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Tout de suite les titres de ce 7 décembre. À Tours, 2 collégiens arméniens menacés d'expulsion du territoire. Un rassemblement se tient en ce moment même devant leur établissement scolaire pour protester. Le verdict devrait tomber d'ici une demi-heure. L'avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Jean-Pierre Vagère, cet homme de 69 ans, accusé d'avoir tué son couple de voisins. Il encourt la perpétuité. On fait le point tout à l'heure avec notre journaliste qui a suivi ce procès d'assises. 26 ans après, le Téléthon poursuit son combat contre les maladies rares. Récolter plus de fonds pour la recherche grâce à vos dons. Et vous allez voir que certains sportifs n'ont pas hésité à se mesurer au recordman du monde pour récolter des fonds. On voit cela à la fin de ce journal. À Tours, au collège Michelet, 2 élèves sont menacés d'expulsion et avec eux leur famille au moment même où la circulaire du ministre de l'Intérieur Manuel Valls sur la régularisation des étrangers en situation irrégulière est entrée en vigueur lundi. Amis et parents d'élèves se mobilisent à cette heure-ci devant l'établissement scolaire. 2 familles qui, après avoir quitté l'Arménie, se sont réfugiées en France il y a 3 ans. Aurélie Renaud. Les professeurs du collège Michelet sont sous le choc. Impossible pour eux de voir 2 de leurs élèves reconduits à la frontière. Fuyant l'Arménie, Gajik, 14 ans, et Karen, 15 ans, sont arrivés en 2009 en France avec leurs parents. Déboutés de leur demande d'asile, ils font aujourd'hui l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. C'est des gens qui ont fui un pays parce qu'ils s'y sentaient mal, ils ont eu peur pour leurs enfants, pour eux-mêmes, ils sont en France, les enfants sont scolarisés, connaissent la réussite, ce sont des enfants intégrés qui maîtrisent la langue. Ce serait vraiment un gros gâchis de renvoyer ces enfants le 20 décembre dans leur pays d'origine. Fin novembre, le conseil d'administration du collège a demandé au préfet de bien vouloir régulariser cette famille. Ce soir, professeurs et associations se rassembleront devant l'établissement scolaire pour marquer leur soutien. Je crois qu'il faut le dire, ils sont désespérés parce qu'ils n'entrevoient aucune solution. Ils sont désespérés parce qu'à tout moment, ils peuvent se faire contrôler, arrêter. Ils sont désespérés parce qu'à tout moment, la famille peut être dispersée. Réponse de la préfecture, la famille doit déposer un dossier de demande de régularisation. Car depuis lundi dernier, le ministère de l'Intérieur a défini de nouveaux critères pour l'obtention d'une carte de séjour. L'objet de cette circulaire était de donner des critères objectifs et précis qu'il nous convient désormais d'appliquer de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Donc la circulaire précise le nombre d'années nécessaires depuis l'arrivée en France pour être pris en considération, le fait de pratiquer et d'avoir une connaissance élémentaire de la langue française et évidemment le fait que les enfants soient scolarisés et aient un parcours de scolarité normal. Depuis lundi, jour d'entrée en vigueur de la circulaire, 10 dossiers de demande de régularisation ont été déposés en préfecture et un titre de séjour délivré. Les premiers flocons de neige sont arrivés tôt ce matin dans nos 2 départements, mais le froid n'a pas été assez vigoureux pour les faire tenir. Et pourtant, le trafic a été perturbé aussi bien sur les rails que sur nos routes départementales. Dans le Loir-et-Cher, par exemple, certains bus de ramassage scolaire ont dû être annulés ou encore retardés. On fait le point avec Bastien Mathieu. Les premiers flocons de neige sont tombés dans le département et si l'Indre-et-Loire a été très peu touché avec seulement une fine pellicule dans le nord-est, le Loir-et-Cher a été bien plus enneigé. Le secteur de Blois notamment avec une neige qui a tenu quelques heures. Conséquence de ces intempéries, quelques perturbations étaient signalées, notamment aux alentours d'Avernon sur la D924. Un poids lourd a glissé pour finalement bloquer les 2 voies de circulation. Du côté de la SNCF, pas grand-chose à signaler non plus, si ce n'est un aiguillage gelé à Orléans qui a perturbé quelques trajets sur l'axe Tours-Blois-Orléans, retardant les trains jusqu'à 30 minutes. Et enfin, les transports scolaires n'ont pas circulé ce matin, les parents ayant été avertis par SMS. Les choses ont ensuite repris leur cours pour une circulation normale en début d'après-midi. Le verdict pourrait tomber d'ici une demi-heure. Ce procès d'assises qui se tient depuis 3 jours. Jean-Pierre Vagère, une personnalité qui trouble et interpelle aussi bien les jurés que les juristes. 20 ans de réclusion criminelle ont été requis à son encontre, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire pour avoir tué son couple de voisins en 2010. Coupable, selon l'avocat général, de l'assassinat de Jean-Marie Perrotto et du meurtre de sa femme. Il encourt la perpétuité et c'est la préméditation qui joue un rôle central. Anaïs Michaud a suivi ce procès.
Jean-Pierre Vagère est-il coupable de l'assassinat de Jean-Marie Perrotto et du meurtre d'Anicette Perrotto? C'est la question à laquelle cherchent en ce moment même à répondre les jurés, entrés en délibération à 16h45. Mais pour les avocats de la partie civile, les 20 ans requis par l'avocat général sont une peine adéquate, compte tenu des intentions de l'accusé au moment des faits. Un assassinat en ce qui concerne Jean-Marie Perrotto, 5 coups de couteau dans ces conditions-là, ça caractérise une intention de tuer, le fait d'avoir caché l'arme dans la manche, de dire régulièrement au cours des débats s'il avait vu, il se serait enfui. Tout cela caractérise une préméditation. En revanche, je partage aussi le sentiment de l'avocat général sur le meurtre. En ce qui concerne Madame Perrotto, elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'a pas prémédité de la tuer. Et pour appuyer son propos, Maître Leterme est allé jusqu'à mi-mai devant la cour 5 violents coups de couteau. Quant à Maître Renard, il a d'abord rappelé les placements successifs des enfants des 2 victimes, puis a interpellé les jurés, leur demandant si, selon eux, la vie de mauvais parents valait moins que celle de bons parents. Instinctivement, on a tous envie de dire c'était des mauvais parents. Il est totalement anormal qu'ils soient l'objet d'un crime, d'un meurtre, mais après tout, est-ce que c'est pas un soulagement pour la famille? Et moi, ce que je voulais faire entendre à la cour, c'est que ce n'était pas un soulagement. Pour défendre son client, Maître Seclucki a remis en cause 2 points des différents chefs d'accusation, l'intention d'homicide d'une part et la préméditation d'autre part. La préméditation, ça suppose un projet meurtrier antérieur, totalement distinct de l'action elle-même, et un projet qui soit réfléchi, qui soit mûri et qui soit soutenu dans le temps. Et il ne me semble pas que ce soit le cas de M. Vagé. Il ne me semble pas non plus que cette préméditation, entendue au sens strict, elle soit compatible avec la structure de sa personnalité et la façon dont les faits ont pu s'enchaîner. Il a terminé sa plaidoirie sans proposer de peine pour son client, mais en évoquant d'autres affaires telles que celle d'Elisabeth Latron, où les 2 accusés avaient été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, pour donner aux jurés des points de comparaison en termes de longueur de peine. Ce soir, le verdict viendra clore ces 3 jours de procès marqués par l'apparente indifférence de l'accusé et la souffrance des enfants des victimes. Les chiffres de la sécurité routière sont tombés pour ce mois-ci. Ils sont plutôt bons. Regardez, au mois de novembre, le nombre d'accidents et de blessés a baissé de plus de 27% par rapport au même mois de l'an dernier. Depuis janvier, le nombre de tués sur les routes du département a reculé, lui, de 18%. Un bon chiffre qui ne prend pas en compte, évidemment, les 4 jeunes qui ont perdu la vie hier soir à La Chapelle-sur-Loire. Un accident d'une violence inouïe dont nous avons parlé dans ce journal. 26 ans après, le Téléthon poursuit son combat contre les maladies rares. Récolter plus de fonds pour la recherche grâce à vos dons. L'an dernier, 86 millions d'euros ont été récoltés en France. En Indre-et-Loire, ce sont 750 000 euros. Et pour cela, certains vont même jusqu'à tenter de battre un record du monde. Celui, par exemple, de réaliser le plus d'abdos possible en 1 heure. À Montlouis-sur-Loire, Romain Delville a suivi ses derniers entraînements. Regardez. 7000 répétitions d'abdominaux en 1 heure, Christiane Joson place la barre très haut pour cette tentative de record du monde. Un défi personnel, un défi pour les autres, un défi pour le Téléthon. Déjà au départ, quand on fait déjà 5 minutes, on trouve déjà que c'est long. C'est long, je me dis 5 minutes, mais j'arriverai jamais à faire 1 heure. On ne sent pas que c'est possible, puis petit à petit, à force de séances, on y arrive. Oui, c'est du travail un petit peu de longue haleine, mais on y arrive. Et pour y arriver, il a fallu 1 année d'entraînement pour acquérir la technique, l'endurance physique et mentale. Roger Prévost est son préparateur. Cet homme de 76 ans est un féru de musculation, 5 fois champion de France de bodybuilding, vainqueur d'une Coupe d'Europe en 1995 et surtout détenteur du record du monde d'abdominaux en 1 heure. On est parti à partir de la première semaine de janvier avec 1 minute, ensuite 2 minutes, mais toutes les semaines pour finalement arriver à faire 1 heure au mois de juin, où là déjà cette tentative-là s'est soldée par 6900 reps. En 2001, Roger Prévost avait battu le record d'abdos déjà à l'occasion du Téléthon. 6052 répétitions, record pas encore battu. Ce soir, au Sol Michaud de Montlouis-sur-Loire, l'élève Christiane est en voie de dépasser le mètre. Entendu, rotation.
Réduire le stress ou la douleur de certains traitements médicaux grâce à la proximité des animaux. Cela s'appelle la zoothérapie, notamment en présence de chats. Cela peut surprendre et pourtant dans certaines maisons de retraite, le personnel de santé n'hésite plus à s'en servir pour accompagner les personnes âgées. Un remède contre la solitude pour beaucoup. Brian Bock s'est rendu à la maison de retraite des Trois-Rivières. Vous voyez son museau ? Utiliser l'animal comme lien social entre les personnes âgées et le personnel soignant. Dans cette maison de retraite de Tours-Nord, la zoothérapie, comme on peut l'appeler, est un projet institutionnel. Ici, 2 chats se promènent dans l'établissement. Ça fait partie du projet d'établissement dans la mesure où on a bien vu que la présence animale améliorait la qualité de vie d'un résident. Ça a pour conséquence également de les responsabiliser puisqu'ils vont leur donner à manger, leur permettre de sortir dans le jardin et ça rompt la solitude. Nous, on le traite comme un enfant, alors on l'appelle bébé. Réglis a élu domicile dans la chambre de Monsieur D. Arrivé il y a 6 mois en maison de retraite, la présence d'un chat a été pour lui quelque peu surprenante. Au début, j'y ai pas cru, sincèrement. Et puis après, on s'y fait vite parce que c'est des animaux très attachants. Il n'y a pas plus fidèle surtout. La zoothérapie ou thérapie par l'animal n'a pas encore prouvé scientifiquement son efficacité, mais la simple présence d'animaux dans les maisons de retraite a tendance à se développer. C'est vrai qu'on voit de plus en plus se mettre en place des activités assistées par l'animal ou bien encore des médiations par l'animal où l'animal va jouer ce rôle du tiers et permettre pour les personnes de pouvoir effectivement s'exprimer peut-être parfois plus facilement, avoir moins de mécanismes de défense. Oh, je vais prendre ta balle. On va aller chercher la balle. On va chercher la balle. Oui, mon chéri. Oui, mon bébé. Plus qu'une simple présence animale, ici le chat possède un réel rôle social, apaise et captive les personnes âgées pour lutter tout simplement contre la solitude. Et puis voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle du Téléthon, 26e édition cette année, avec Michel Archambault, coordinateur départemental du Téléthon, et puis ce numéro de téléphone, 36 37, pour que vous puissiez donner vous aussi à la recherche. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.